D'un village de la région, Marie Roussel nous emmène à Coix-la-Forêt ce soir. Joli coin de verdure entre Senlis et Chantilly. Bonsoir, ravie de vous retrouver dans ce cadre vraiment enchanteur. Nous sommes au bord des étangs de Commelle, 4 plans d'eau qui s'étirent sur 40 hectares. Ils ont été créés au XIIIe siècle par les moines de l'abbaye de Chaly, toute proche, qui s'en servaient comme de vivier à poissons. Le site appartient au domaine de Chantilly, mais il est injustement beaucoup moins connu que les grandes écuries ou le château. Un château pourtant, il y en a un ici, juste derrière moi, unique en son genre et plein de mystères. La légende raconte qu'il serait hanté par le fantôme d'une dame blanche. La Reine Blanche. Certains disent l'avoir vue sortir de l'eau, d'autres qu'elle est enterrée au cœur du château. Des adolescents passent même des heures à la guetter, certains que tout devient possible en ce lieu si particulier. Le promeneur, lorsqu'il vient dans ces parages, est quand même pénétré par ce lieu magique, un lieu merveilleux, aussi mystérieux. Sans tomber dans le romantisme échevelé, il y a de quoi exciter les imaginations. Il faut bien ne pas oublier que nos ancêtres n'avaient ni les journaux ni la télévision et que par conséquent, la légende se crée. Et la légende est plus belle lorsqu'elle emprunte à l'histoire. Notre Reine Blanche n'est autre que Blanche de Castille, très pieuse mère de Saint-Louis. La légende dit que Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, lorsqu'elle voyageait entre l'abbaye de Royaumont et l'abbaye des Victoires, qui se trouvait à Senlis, qu'elle avait fondée, passait ou serait passée par ici, d'où le nom de la Reine Blanche qui s'est perpétuée au fil du temps. Blanche de Castille est-elle passée par là? Rien n'est moins sûr. Si l'on fouille les grimoires, on se rend compte que la légende est née au XIXe siècle, nourrie par ces vieilles pierres au destin changeant. Il y a fort longtemps, notre château était un bâtiment bien plus prosaïque, une pêcherie fortifiée. Et puis les murs se sont usés, le corps de garde a laissé place à une ravissante résidence néogothique. Ces bâtiments annexes à celui qu'on a conservé ont dû tomber en ruine à un moment donné, et tous les lieux dits où on trouve le mot Dame Blanche, Borne Blanche, Maison Blanche, c'est toujours des sites archéologiques existants ou des ruines qui ont existé. Démonstration mathématique, mais tellement moins séduisante. Les rêveurs préfèrent se boucher les oreilles, ouvrir grand les yeux et attendre la Reine Blanche. La suite de notre balade se mérite, une petite marche d'une vingtaine de minutes en bordure de forêt, le long du sentier botanique de Champolleux, autrement dit le champ du loup. Tout au bout, cette grande prairie que chaque mois des bénévoles viennent défricher et entretenir. Christophe Gallet, vous êtes botaniste, bonjour. Bonjour. Ce qui est surprenant quand on arrive sur cette friche pour la première fois, c'est qu'a priori c'est une prairie, tout ce qui est de plus banal, et pourtant c'est un petit concentré de toutes les plantes que l'on peut trouver en forêt de Coix. Oui, en fait c'est plutôt une friche gérée et le but c'est d'avoir une grosse diversité d'espèces végétales. Ouais. Et on a une belle diversité ici. Alors par exemple, celle qui se trouve juste à côté de nous. Ici on a le dompte venin, donc, qui est une espèce plutôt de lisière sèche et qui a priori des propriétés médicinales. Donc là on arrive au fameux cabaret des oiseaux ou cardère sauvage. Ces feuilles, la particularité, sont jointives et permettent de retenir l'eau en fait. Et les oiseaux, souvent on voit les oiseaux se servir d'abreuvoir naturel, quoi. Donc là, on a le rosier des chiens ou églantier, donc avec sa rose simple. Et donc rosier des chiens parce que justement, il a des épines en forme de croc de chien, recourbées. Janine Delec, vous faites partie des quelques bénévoles qui viennent tous les mois sur cette friche. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Eh bien, on essaye de défricher, c'est-à-dire d'enlever
les ronces, d'enlever les orties, de mettre des pancartes, et de faire aussi des chemins. La récompense, c'est l'odeur de l'origan, c'est les fleurs qui sont tellement belles. Et quelle est votre saison préférée? Disons juin, juillet et le début quand même de l'automne aussi. Donc avis à tous les visiteurs qui voudraient venir se promener ici. Et on va terminer par une petite devinette. Quel est le point commun entre la forêt où nous nous trouvons et du chocolat? A priori, aucun. Et pourtant, François Haraud, en bas dans le village, a trouvé un moyen de réconcilier les deux. Quand Géo trouve tout s'enivre de chocolat, voilà. Ça donne ça. Le fameux petit margotin. Le margotin, hommage malin à quoi et sa forêt. De bois avec le lion en blanc, des petites cordes faites à base de jeunes pousses de tilleul qui formaient un petit fagot qui servait à allumer les feux de cheminée. Voilà, et c'est ça qui m'a rendu célèbre dans le chocolat. Vulgaire pâtissier à ses débuts, François Haraud a rencontré son destin en croquant du cacao. Je me suis plus éclaté dans le chocolat, dans l'invention, dans la recherche d'assimiler les goûts, ces choses-là. Je suis tombé dedans un peu par hasard, et tout explose dès que j'y touche. Voilà, ce qui fait un peu ma différence avec les collègues, c'est ça, quoi. C'est que quand je sors une recette, c'est souvent des trucs un peu tarabiscotés. Ah oui, ça c'est du beau caramel au sucre d'érable. Hein. Et notre inventeur de collectionner les trophées. Le voici ambassadeur de la gastronomie française, officier de bouche de la confrérie de la Marmite d'Or. Autant de distinctions qui n'impressionnent pas belle maman. Quand ça ne me plaît pas, je le dis. Vous voyez, par exemple, au poivre, j'aime moins, je lui ai dit. Mais il ne m'écoute pas. L'avantage que j'ai, c'est que travaillant tout seul, je peux faire autant d'essais que je veux, le patron n'écrit pas parce que je jette la marchandise. Donc il y a au moins 10, 12 fois avant d'y arriver, avant d'avoir vraiment le goût, la texture, tout ce que l'on veut. Quelquefois ça va très vite, quelquefois on n'y arrive pas, on laisse tomber. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Il n'a pas encore fait de concours, mais je vais bientôt le faire participer. Insatiable gargantua. Après le margotin, la tille, le charbon de bois et le poudingue, quelle curiosité ira-t-il dénicher en forêt ? On se quitte devant le centre culturel où se déroule le festival théâtral de Quoi la forêt. Ça fait 26 ans que ça dure et il s'est bâti une belle réputation. Une programmation variée, des compagnies françaises mais aussi anglaises et espagnoles. Profitez-en, vous avez jusqu'à la fin du mois. Et pour vous mettre en appétit, je vous propose d'entrer regarder un extrait de L'Augmentation, une pièce drôle et cruelle de Georges Perec sur le monde du travail. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service et vous attendez qu'il réponde. Supposons que votre chef de service vous réponde d'entrée. Vous ne refrappez pas, vous ne retournez pas, pensif et irrité à votre place, songeant aux vicissitudes de cette chienne de vie, vous demandant quand un hasard propice vous mettra de nouveau en face de votre chef de service. Mais au contraire, vous abaissez le loquet de la porte du bureau de votre chef de service, vous poussez, vous entrez. N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît, cela fait des courants d'air. Merci. Supposons que votre chef de service vous adresse sans plus charmant sourire et vous offre un siège. Vous ne lui demandez pas si une de ses filles a la rougeole. Vous ne cherchez pas à savoir s'il a des boutons rouges sur la figure. Vous ne sortez pas précipitamment. Vous n'alertez aucun service d'urgence. Mais au contraire, vous vous asseyez et vous exposez votre problème. Lui aussi va réclamer une augmentation. L'Australien Mark Renshaw